Bonjour messieurs, merci d'être présents avec nous sur le site Melchior et en collaboration avec Vie Publique pour évoquer la place de l'intelligence artificielle dans nos sociétés sur quelques domaines très précis. Alors, vous êtes Rodolphe Gélin, expert en robotique et en intelligence artificielle. Bonjour. Olivier Guilhem. De votre côté, vous êtes spécialiste de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies et vous êtes directeur juridique et risque chez SoftBank Robotics Europe et également vice-président de l'association du droit des robots. Bonjour à vous. Là où la supériorité ne pose plus du tout de questions, c'est sur voilà, quand on a besoin d'une puissance brutale de calcul. Bon, alors les exemples les plus connus, les plus populaires, c'est quand l'intelligence artificielle a battu un champion du monde des échecs et puis plus récemment un champion du monde de Go. Maintenant, plus personne ne dit l'homme sera plus fort que la machine à ce type d'exercice. De la même façon, quand on fait du calcul, la machine sera toujours plus forte. Quand il faut faire des prévisions météo, la machine sera toujours plus forte. Donc, voilà, en termes de quantité de données, la machine est plus forte. En termes de mémoire, une machine n'oublie jamais rien. Un expert, il peut oublier un cas. La machine, elle n'oubliera jamais rien. Donc, tant qu'on est dans cette intelligence un peu brutale, un peu besogneuse, voilà, l'homme ne fera plus le poids. C'est réglé. En revanche, voilà. Déjà, pour avoir l'idée de programmer toutes ces machines, il faut l'intelligence d'un homme. Et ça, voilà, l'homme reste encore pour l'instant un petit peu supérieur. Et alors, tout ce que certains nous proposent en disant les machines, bientôt programmons elles-mêmes des machines, les robots fabriquons des robots, on en est, voilà, je pense que là, on est très très loin, on a encore un peu de temps devant nous. Mais vous évoquez tout de même dans votre ouvrage le fait que certaines machines, et on l'a vu dans un film assez récent qui s'appelle Heure, certaines machines sont désormais capables de débattre, d'argumenter, de donner la sensation d'avoir des émotions. Donc, on va quand même très loin aujourd'hui dans la compétence, en quelque sorte, la capacité de ces machines qui ressemblent à l'être humain. C'est vrai que ça va très très loin. Mais alors, bon, d'une part, il faut voir que ces machines se nourrissent d'expériences que les hommes ont faites. Hein, donc, toutes ces discussions qui sont en effet reproduites de façon assez troublante, tout ça se nourrit d'expériences humaines. Alors, évidemment, ça va pouvoir aller de temps en temps explorer quelques sujets qui n'avaient pas été abordés. Mais voilà. Et encore une fois, comme je vous dis, c'est une espèce de culture un peu à la triviale poursuite. La machine s'est nourrie de tous les arguments qui avaient été dits sur tous les sujets. Et après, elle va les elle va les ressortir à bon escient, mais il n'y aura pas une idée nouvelle. Il y a peu de chances qu'une idée nouvelle sorte d'une machine à dialogue comme celle-là. C'est juste qu'elle va aller avec beaucoup d'à propos. Hein. Alors, c'est des gens qui sont... voilà, quand vous rencontrez des gens comme ça, c'est à la fois très agréable et en même temps un petit peu frustrant de gens qui disent... Voilà, moi je sais que dans la littérature ça a été dit, et donc ce sont des puits de science mais avec assez peu de créativité. Donc c'est très utile, la culture Google. Voilà, vous n'avez plus besoin de savoir quand a été tourné le dernier film de Marlon Brando, la capitale du Mali, tout ça. C'est des choses où vous n'avez... Voilà, donc il y a toute une forme d'intelligence, c'est vrai, où c'est difficile de rivaliser. Aujourd'hui, moi j'ai une enceinte connectée maintenant. Bon, bah, quand on se demande voilà, quel est l'âge de telle personne, on demande, OK Google, quel âge a Roger Federer, et voilà, on a la réponse. Donc ça, c'est sûr que cette intelligence-là, est-ce qu'on peut vraiment parler d'intelligence? Bon, bah, on n'en a plus besoin par certains côtés. Potentialité, oui. Voilà, donc c'est pour ça qu'en repensant, là, en préparant notre questionnaire, je me rappelais d'une citation qui est voilà, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Et en fait, voilà, un ordinateur, si vous lui faites tout oublier, il lui reste plus grand-chose, quoi. Donc, je pense que ça peut, par certains côtés, voilà, montrer les délimitations de ce que c'est que cette intelligence artificielle et de ce qu'est notre intelligence à nous. Il y a alors, bon, par d'autres côtés, on pourrait dire aussi, vous voyez, je fais le noir et le blanc dans la même... par d'autres côtés, en fait, l'intelligence artificielle, quand on l'entraîne avec des jeux de données, hein, vous savez comment ça fonctionne, hein, on lui montre des tas d'exemples voilà,
Et puis après, à partir de ces exemples annotés, où on lui a donné les bonnes réponses, elle va être capable de trouver des bonnes réponses sur des nouveaux cas. Et donc, par certains côtés, on peut dire qu'une fois que le réseau de neurones a été construit, vous pouvez détruire la base de données d'apprentissage. L'intelligence artificielle n'y aura plus accès, mais néanmoins, elle sera toujours capable de prendre les bonnes décisions. Et donc, c'est pas peut-être qu'elle, c'est sa culture, elle, quoi. Alors, formalisée sous forme de poids dans les neurones, d'architecture de son réseau de neurones, sa culture sera restée là. Mais voilà, elle est basée sur une expérience personnelle, exhaustive un peu du monde pour pouvoir ensuite prendre des bonnes décisions. Donc voilà, et à ce jeu-là, elle est imbattable, c'est sûr. Et donc voilà, il faut vivre avec, hein, de la même façon que voilà, les vélos sont imbattables pour aller vite par rapport à la course à pied. Voilà, les choses sont ainsi. Maintenant, il faut vivre avec et puis prendre son vélo quand on en a besoin. Et puis, il y a encore quelques occasions où la marche à pied se justifie. Donc, de la même façon, l'intelligence humaine va trouver sa place à côté de l'intelligence artificielle. Peut-être préciser que, effectivement, l'intelligence artificielle n'est qu'un outil qui est là pour nous rendre service et dont on doit se servir et s'approprier. Mais l'intelligence artificielle dite forte, c'est-à-dire celle qui serait douée d'une conscience, qui serait omnisciente, qui serait même peut-être un être à part entière, n'existe absolument pas. C'est de la science-fiction. Tout ce qu'on voit dans les films, et c'est là où peut-être il y a des confusions, même dans les termes employés, intelligence artificielle, qui renvoie vers tout un champ lexical faisant une référence à l'humain, etc., n'existe absolument pas. Il faut voir l'intelligence artificielle comme un logiciel, voilà, qui est conçu et développé par l'homme avec une certaine maîtrise de l'homme et au profit en fait de l'homme. Elle n'a pas d'autre vocation que celle-là. Oui. Vous citiez le film Her que j'aime beaucoup, qui est vraiment en effet super. Au moment où il est sorti, moi, je travaillais avec Olivier chez SBRE et nos robots, en effet, on souhaitait qu'ils soient émotionnels, c'est-à-dire qu'ils partagent des émotions, ils décryptent les émotions et puis ils soient capables de prendre en compte les émotions de l'interlocuteur. Et donc, c'est exactement ce que fait le logiciel dans Her. Et pour nous, c'était très bien. Je pense que toute la première partie du film, enfin la grande partie du film où cette intelligence artificielle apprend à connaître son client en quelque sorte et puis être toujours disponible, tout ça, c'est des choses vers lesquelles nous allions et qui nous paraissaient accessibles. Là où le film dérape un peu, alors je vais gâcher la fin s'il y a des gens qui ne l'ont pas encore vu, c'est quand l'intelligence artificielle dit oui, mais moi en fait parler avec des humains ça ne m'intéresse pas et je vais aller voir ailleurs, je préfère parler à d'autres intelligences artificielles. C'est évidemment un ressort dramatique qui est très bien, mais qui n'a aucun sens d'un point de vue d'informatique. Si moi j'ai programmé un logiciel pour qu'il parle à quelqu'un, il ne va pas un jour décider que ce n'est pas intéressant de parler à quelqu'un, puisqu'il a été programmé pour ça. Donc c'est un peu... Alors c'est une limite du film qui est à la fois, qui est à la fois d'un point de vue scientifique, voilà, c'est un petit défaut. Après, il y a d'autres interprétations qui sont, c'est une espèce de goupille de sécurité dans le logiciel qui dit, voilà, cette personne s'attache trop à son logiciel et donc on va simuler une rupture. Et voilà, donc moi je sauve le film d'un point de vue scientifique et industriel avec ça. Mais voilà, il faut bien voir que ça ce n'est pas une évolution spontanée d'une intelligence artificielle, de dire ça m'amuse plus, je fais autre chose. Soit c'est programmé, soit c'est un bug. Soit c'est une erreur du scénariste. On est dans vos propos, je trouve qu'on est tout à fait dans ce que nous disait Max Weber au XIXe siècle, hein, où il expliquait la différence entre le sauvage et l'homme moderne, et où il prenait l'exemple de celui qui prend un tramway hein, et qui ne sait pas forcément comment ça fonctionne. Et il nous disait que la rationalisation, l'intellectualisation aujourd'hui, enfin à son époque au XIXe siècle, c'était pas forcément de savoir comment fonctionne le tramway, mais de savoir que le moyen de locomotion est maîtrisable, qu'il correspond à un certain nombre de calculs. Et finalement, aujourd'hui, on est dans une époque qui se poursuit de cette manière, c'est-à-dire que l'évolution est que nous ne connaissons pas mieux. Forcément, nous n'avons pas une intelligence forcément plus élevée, mais nous maîtrisons les choses. Nous maîtrisons les robots que nous avons
que nous avons créés. On n'est pas dans des robots qui nous dépassent, en fait, ou en tout cas pas encore. Alors, exactement, aujourd'hui, on n'est pas là-dedans. Enfin, il nous dépasse, encore une fois, par certains côtés, il nous dépasse. Mais il y a quand même dans le fond, il ne nous dépasse pas parce que c'est toujours nous qui leur donnons les ordres. Et en effet, en tout cas, on ne peut pas demander à tout le monde de savoir comment marche l'intelligence artificielle. C'est très compliqué, c'est des maths qui sont très, très compliquées. En revanche, il faut bien comprendre le principe qui est, on la nourrit, on lui apprend à faire des choses et après, elle le refait. Après, comment à l'intérieur elle fait, voilà, il y a aujourd'hui les théories mathématiques qui sont derrière le fait j'apprends des choses et puis je les restitue. En fait, c'est très, très compliqué parce que ça essaye de reproduire le fonctionnement un peu chimique de notre cerveau, donc on n'a pas encore complètement compris. Donc ça est très compliqué. Comment la mécanique se fait d'apprendre des choses, les stocker dans un ordinateur, toujours y avoir accès et s'en resservir, ça c'est très très compliqué. En revanche, dans le principe, c'est très simple. Je montre des choses à la machine et après elle les refait et elle est capable de généraliser, c'est-à-dire en effet de reconnaître une nouvelle voiture, que c'est une voiture alors qu'elle n'a jamais vu ce modèle-là. Donc cette capacité de généralisation, ça aussi c'est issu des développements mathématiques et c'est quelque chose que nous faisons assez naturellement. Et là où ce qui est très intéressant, c'est qu'on a simulé l'apprentissage de l'homme avec ces machines. En revanche, on sait bien que l'homme ne fonctionne pas comme ça. Un enfant, il n'a pas besoin de voir 1 million de voitures sous toutes les coutures, de toutes les couleurs, de toutes les marques, pour après être capable de reconnaître une voiture. Donc on voit bien que, même comme disait Olivier, on a essayé un peu de nous faire croire que c'est bio-inspiré, que c'est voilà, que c'est de l'intelligence au même titre que c'est pas du tout la même nature d'intelligence que la nôtre. Comme je disais, c'est vraiment une intelligence brutale, de la force brute, tant en termes de quantité de calcul qu'en taille de mémoire. Mais voilà, donc fondamentalement, la nature de cette intelligence est très très différente de la nôtre. Avec quand même, comme je le disais, cette espèce d'ambiguïté entretenue par les scientifiques sur c'est des neurones, il y a de l'algorithme génétique, donc voilà, on va essayer de... Parce qu'il y a aussi une part d'inspiration, c'est vrai que les chercheurs, ils s'inspirent un peu de ça, mais à la fin, l'objet qui est très très différent. Et puis il y a eu aussi un moment, aussi une petite tentation des chercheurs, tellement ils étaient étonnés par les performances des systèmes qu'ils développaient, de dire ah oui, mais ça fait des trucs auxquels on ne s'attendait pas. Et c'est vrai qu'il y a quelques démos qui m'ont complètement bluffé en disant mais j'aurais jamais imaginé que l'intelligence artificielle puisse faire ça. En même temps, c'est quand même nous qui lui avons entraîné à faire ça, c'est nous qui avons eu l'idée de lui demander ça. Donc voilà, il y a eu une petite tentation à un moment de dire ah non, mais on a fait un truc tellement puissant que ça va nous échapper. Bon, alors voilà, c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a des réactions chimiques qui nous échappent au début, et puis après on apprend à les contrôler. Donc il y a eu quelquefois peut-être des IA qui ont dérapé, qui ont fait des choses auxquelles on ne s'attendait pas, mais c'est le boulot des scientifiques et des ingénieurs de les canaliser et après de les maîtriser.